sommes depuis une quinzaine d'années un fournisseur de solutions de test, mesure, contrôle, diagnostic et notamment donc, à destination des diagnostiqueurs, mais aussi des bureaux de contrôle, des sociétés qui font de la mesure d'étanchéité à l'air, et puis toutes sortes d'entreprises dans le domaine du bâtiment et de l'immobilier. Voilà. Et nous, ce qu'on aime, c'est au-delà de vous proposer des produits, c'est de vous aider à choisir et donc de vous accompagner dans vos choix et d'accompagner et de conseiller dans le fait de trouver les bonnes solutions pour vos besoins. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai une petite question que je souhaiterais poser à tout le monde. Ça va marcher, Xavier, parce que je ne te vois plus. Voilà, je suis à côté de toi. OK. Donc on a ce quiz, on va pouvoir le lancer, Oui, alors qui c'était un peu compliqué de trouver. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle est votre appétence pour le sujet. Et ce que je vais demander à chacun, c'est voilà, pour vous, quand on vous parle efficacité énergétique, est-ce que ça vous fait tout de suite penser plutôt à une simulation? C'est-à-dire que je vais travailler avec un logiciel pour essayer de comprendre l'efficacité énergétique du bâtiment dans lequel je dois agir. Ou alors c'est quelque chose qu'on fait juste constater, quoi. Malheureusement, on a des factures à la fin de l'année, et puis voilà, c'est comme ça que je vois si mon bâtiment il est efficace ou pas. Ou alors est-ce que c'est plutôt la notion de dire je vais faire des mesures avec des instruments, ou alors je ne sais pas trop et j'aimerais juste en savoir plus, et c'est pour ça que je suis venu ici. Donc si vous pouvez donc répondre ça y est, une de c'est ces parti. questions. C'est parti. Donc, on va vous laisser encore 5 secondes. Là, il y a plein de monde qui a voté déjà. Mhm. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je vous laisse encore voter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, hein, qui participe à cette conférence, Jean-Michel. On a imaginé cette conférence ensemble avec Testoun, puisqu'on co-organise. C'est un vrai sujet, ce DPE, c'est l'efficacité énergétique. Voilà, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Je te laisse les commenter. Alors, bon, à vrai dire, il n'y avait pas de mauvaise réponse, hein. C'était juste pour avoir la sensibilité de chacun sur le sujet. Je vois que la plupart des personnes pensent déjà que c'est lié à de l'instrumentation. En tout cas, je vous en remercie. Je m'attendais que la réponse soit plutôt logicielle. Donc, mais c'est surtout pour dire que de plus en plus, on va la mesurer, cette efficacité énergétique. Pendant longtemps, on travaillait avec des notions de forfaitaire, de conventionnel, voilà. Donc, et on s'aperçoit que de plus en plus, le forfaitaire, le conventionnel, c'est bien, ça permet de faire les choses simples, ça permet de simuler en amont, ça permet de comparer par rapport à des objectifs réglementaires, enfin, ça a plein de vertus, mais on se pose toujours quand même des questions sur qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la vraie réalité des choses sur l'efficacité énergétique, et donc de rajouter de la mesure à des points clés, ou au contraire avoir une vraie culture mesure, hein, c'est-à-dire de dire moi, l'efficacité, je veux surtout la constater avec des instruments. C'est quelque chose on va devoir vivre avec, dans la mesure où non seulement on peut faire aujourd'hui des choses avec des instruments qu'on amène sur le terrain, mais aussi on met de plus en plus de capteurs un petit peu partout, et que ces capteurs vont nous collecter de la donnée qui vont faire que l'information et la mesure, on va la voir au bout des doigts dans les années qui viennent, et on ne se posera même plus la question de savoir s'il faut mesurer ou pas, puisque ça deviendra une évidence. Voilà. Donc, juste un petit retour en arrière sur qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le bâtiment. Pourquoi aujourd'hui dans le bâtiment on parle tellement d'efficacité énergétique? Parce qu'en fait, depuis à peu près 10 000 ans que l'homme essaye de trouver un refuge, voire plus, eh bien, le bâtiment a toujours existé. Et le bâtiment s'est amélioré sur de nombreux sujets. Au début, le bâtiment devait assurer la protection des personnes, la protection ensuite la protection des biens, la protection venant des intrusions extérieures, c'est-à-dire le climat, c'est-à-dire voilà, les personnes hostiles, les animaux. Et puis, donc, d'une certaine façon, ça assure une certaine forme de sécurité. Au bout d'un certain temps, cette sécurité et cette protection a amené l'homme à vouloir avoir un certain type de confort. Donc, c'est le confort qu'on a voulu améliorer. Une fois qu'on a eu tout ça, ça nous a apporté également des objectifs d'hygiène, hein, pour pouvoir donc vivre mieux et vivre mieux en bonne santé dans ces bâtiments. Ça nous a amené aussi à structurer l'habitat, à structurer les lieux de travail, les lieux de vie, les lieux de loisirs. Donc, ça a apporté une certaine forme d'organisation. Ensuite, le bâtiment, ça a été, et c'est toujours, hein, un signe de propriété, et c'est un signe pour certains
d'assouvir un certain désir d'image ou de puissance de l'homme. Voilà. Donc, le bâtiment répond à un nombre absolument incroyable de questions que se pose l'homme. Et puis, depuis pas très longtemps, depuis, en France, on va dire, depuis la première réglementation thermique dans les années 1980, on veut toujours avoir tout ça. Mais on nous dit et on nous bassine et on nous serine, et je ne vais pas vous dire pourquoi, vous le savez tous, qu'il faut faire tout cela, mais de façon efficace en énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas consommer trop d'énergie et il ne faut pas non plus polluer et il ne faut pas non plus que ça coûte trop cher. Voilà. Donc tout ça, c'est la contrainte supplémentaire qu'on a rajoutée il y a depuis une trentaine d'années sur des concepts qui existent depuis 10 000 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire gérer l'efficacité énergétique d'un bâtiment? Il y a deux grandes classes de choses que l'on regarde. C'est les déperditions et les consommations. Donc, les déperditions, c'est toute l'énergie qui, on va dire, est mal utilisée puisqu'elle s'échappe. Elle s'échappe principalement de l'enveloppe du bâtiment. Alors, elle peut aussi s'échapper des systèmes énergétiques s'ils sont mal conçus. Mais c'est principalement donc, ce premier aspect qu'on va vouloir traiter. Et puis ensuite, c'est toutes les consommations des différents systèmes qui font fonctionner le logement. Ces consommations, on le sait, elles sont nombreuses et elles sont... Alors, la réglementation les met dans des catégories. Il y a cinq grandes catégories d'usage pour l'électricité, par exemple. Mais bon, en gros, on a l'éclairage, on a le chauffage, la ventilation, les appareils ménagers, la protection, le confort, la sécurité, et puis tout ce qui tourne autour de l'entertainment, pardon, le divertissement, les ordinateurs, les télés, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est les consommations. Et donc, gérer l'efficacité énergétique au global dans un bâtiment, c'est faire attention à l'enveloppe du bâtiment, faire attention aux usages, sachant qu'il y a des usages qui sont plus liés au bâtiment, comme la ventilation et le chauffage, et puis il y a bien évidemment d'autres usages qui sont plus faits au mode de vie, au mode de vie des personnes qui vivent ou qui travaillent dans ces bâtiments. Donc, pourquoi faut-il mesurer ou instrumenter dans un objectif d'amélioration de l'efficacité énergétique? Donc, j'ai jeté un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, on peut être amené à mesurer sur les différents types de bâtiments. Donc, lorsqu'on est sur le neuf, on va partir d'une étude thermique qui va utiliser des valeurs réglementaires ou des valeurs cibles. Et la mesure n'intervient que lorsque le chantier est déjà bien avancé ou pendant le chantier, mais surtout la partie efficacité énergétique, elle vient plutôt en deuxième partie de chantier, avec des mesures intermédiaires, de l'autocontrôle. Et puis, l'objectif étant une mesure finale qui, depuis la RT 2012, a consacré l'idée que un bâtiment, pour qu'il soit conforme à la réglementation, doit être vérifié. Donc, il y a un certain nombre de vérifications visuelles et il y a la fameuse mesure d'étanchéité à l'air qui est obligatoire. Et c'est la première mesure de fin de chantier. Et dans le futur, on va en voir arriver d'autres. Les mesures, dans certains cas finales, peuvent être éventuellement réinjectées dans le calcul thermique pour améliorer la note de performance. On peut, par exemple, rajouter une mesure d'étanchéité de réseau aérolique ou une mesure d'étanchéité réelle par rapport à une mesure d'étanchéité forfaitaire afin d'améliorer la note du DPE 9, par exemple, ou alors pour obtenir un label avec un objectif plus élevé qu'un DPE. Lorsqu'on est en rénovation, à ce moment-là, donc le processus est un petit peu différent. On va pouvoir utiliser, et on utilise des appareils de mesure déjà pour faire un état des lieux, voir d'où on part. Ça va nous permettre d'identifier des points critiques. Ça va nous permettre éventuellement de prioriser. Voilà, une fois qu'on a défini les éléments les plus critiques à corriger, on va pouvoir prioriser son chantier de rénovation. On va pouvoir injecter des valeurs vraies dans les calculs thermiques initiales si on veut savoir d'où on part et sur un calcul projeté. Donc, on va pouvoir utiliser les données initiales. Et après, lorsqu'on est en phase chantier, on veut
on se retrouve avec quelque chose d'assez similaire du neuf. On va faire des mesures intermédiaires, on va faire des mesures d'autocontrôle pendant le chantier. Et puis, bien que ce ne soit pas une obligation réglementaire aujourd'hui, par exemple, de faire un test d'étanchéité à l'air, on peut se donner des objectifs et on peut, pour viser un label de rénovation, éventuellement faire des vérifications finales un petit peu dans le même esprit que dans le neuf. Voilà. Et puis, j'ai rajouté un troisième concept, c'est la mesure en exploitation. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en général, ce qu'on dit, c'est que pendant la durée de vie d'un bâtiment, on va consommer plus d'énergie qu'on en a consommé pour le construire. Et donc, évidemment, être efficace en construction, c'est une chose. Être efficace en exploitation, c'est évidemment autre chose. Donc, on va pouvoir utiliser des mesures pour suivre des consommations, alors de façon très macro, hein, voilà, consommation globale, ou alors très très fine, on va pouvoir regarder la consommation de chacun des petits éléments qu'on a dans le bâtiment. On va pouvoir informer les usagers ou l'exploitant peut avoir des tableaux de bord pour mieux gérer son bâtiment dans des buts d'amélioration continue de la performance. Par exemple, on voit s'il y a une mise en place de contrats de performance énergétique, par exemple, pour faire une rénovation. Eh bien, on peut mettre des points de mesure pour voir si on respecte les objectifs. Et puis, on peut avoir des labels qui commencent à arriver. Il y en a déjà dans le tertiaire, de suivi de la performance en exploitation, c'est-à-dire qu'on obtient un label et ce label, on l'a pendant la construction, mais on doit également continuer à le gagner pendant l'exploitation. Donc, si on veut maintenant voir quel type de mesures on va faire, donc on va faire des mesures déjà pour faire des repérages, hein, pour mesurer les lieux, donc mesurer les bâtiments, les appartements, les maisons, les immeubles. On va vérifier la performance de l'enveloppe du bâtiment. On va vérifier la performance des systèmes. On va également valider des hypothèses non énergétiques. Alors ça, c'est extrêmement important parce que je vais en parler, évidemment. Comme je l'ai dit au début, on construit un bâtiment avec comme hypothèse qu'on a de la sécurité, qu'on a du confort, qu'on a de la qualité d'air, qu'on a de la qualité de vie. Et donc, ça ne sert à rien de mesurer les performances énergétiques si on ne les relie pas à des performances de confort ou de sécurité, bien sûr. On va aussi donc voir ça dans un but d'instrumentation du bâtiment. Voilà, donc bon, c'est un petit peu redondant. On va auditer l'existant, vérifier les conformités, valider des hypothèses ou des objectifs, rechercher ou quantifier des défauts, remplacer des valeurs conventionnelles par des valeurs réelles. Donc ça, c'est un gros sujet actuellement. Voilà. Quand vous regardez les logiciels que vous utilisez, il y a plein de valeurs conventionnelles qui sont prises. Et il y a très, très souvent, on vous dit, voilà, c'est une valeur conventionnelle, mais vous pouvez aller dans les paramètres, changer la valeur conventionnelle par une valeur réelle qu'il va vous falloir mesurer. Donc ça, c'est des choses que, en général, on ne fait pas. Mais si on a une vraie optique de gagner en efficacité énergétique, eh bien, on va travailler à remplacer des valeurs conventionnelles par des valeurs réelles, dans certains dispositifs. Voilà. Et ces valeurs, on va les réinjecter dans des logiciels. Voilà. Alors maintenant, je vais balayer différents types de mesures et pour chacune de ces mesures, je vous donnerai un petit peu un état de l'art sur les technologies, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les tendances sur ces technologies et s'il y a des innovations marquantes, je ferai un petit focus sur des innovations par rapport à des produits qui sont soit en train de sortir, voire même des sujets de recherche pour des technologies de mesure de l'efficacité énergétique du futur. Voilà. Donc, on va partir sur des choses simples. Aujourd'hui, vous avez tous un télémètre laser. Ce télémètre laser, il vous permet de faire des mesures de distance, de surface, de volume, de hauteur, de caractériser des plans, des toitures. Quelles sont les tendances? Il y a une baisse des prix. Les télémètres, aujourd'hui, ça commence à quelques dizaines d'euros jusqu'à 1 500 euros. Il y a une forme de généralisation de la caméra de visée lorsqu'on doit travailler en extérieur qui est en train d'apparaître. Une autre généralisation, c'est la mesure d'inclinaison, la mesure d'angle dans le sens vertical. Et puis, deux nouvelles technologies qui ont été notamment annoncées par l'EICA depuis quelques années, mais sur lesquelles il est bon de refaire un petit focus. Ce qu'on appelle les mesures point à point. Mesures point à point, ça veut dire la possibilité de faire des mesures entre deux points. On dit, voilà, je vise un point A, je vise un point B, et l'appareil va me donner les distances entre les deux points. Et si je vise un polygone, il va me donner directement la surface, et on n'a plus besoin de monter sur la toiture, par exemple, pour faire ces mesures,
Et donc, on fait ces mesures à partir d'un point fixe. Et cette technologie, donc, mesure point à point avec une tête rotative, avec un mesureur d'angle dans les deux sens. Ça ouvre plein de choses, puisque c'est ce qui va permettre ensuite, lorsque c'est connecté à un logiciel ou à une tablette, de faire un croquis, de faire un plan 2D, voire un plan 3D. Voilà, les technologies avancent pour pouvoir avancer sur ces différents sujets. Dans le domaine du diagnostic, aujourd'hui, vous avez Distoplan qui permet de faire des choses très basiques, le logiciel de Leica. Vous avez WinDiagnostic qui exploite merveilleusement bien cette technologie pour faire des plans, et vous avez un logiciel plus spécialisé sur les plans d'architectes qui s'appelle Visol, qui exploite également ces techniques. La technique suivante, c'est le scanner. Le scanner, c'est le niveau supérieur pour faire l'état des lieux d'un bâtiment. Cet état des lieux donc mesurable, puisque bon, on peut faire des photos 3D, on peut faire des visites virtuelles, etc. Mais si on veut faire des modèles 3D mesurables d'un bâtiment dans un objectif de rénovation, eh bien, on va de plus en plus travailler avec des systèmes de scan. Donc, il y a deux tendances intéressantes qui se passent avec les scanners aujourd'hui. Première tendance, c'est la baisse des prix. Un scanner, il y a 3-4 ans, ça valait encore 50 000 euros. Maintenant, ça vaut 15 000. L'autre tendance, c'est la facilité d'extraction du modèle à partir du nuage de points. Il y a des technologies logicielles avec des intelligences artificielles qui vont permettre de passer de façon quasi automatique, je dis quasi parce que ce n'est pas encore le cas, d'un nuage de points à un plan. Mais voilà, la technologie avance très très vite dans ce domaine. Et puis d'autres technologies qui s'appellent le scan en marchant, on the go, comme disent les Américains ou les Anglais. C'est-à-dire que le scanner, au lieu d'être posé au milieu de la pièce sur un trépied et qu'on doit déplacer de pièce en pièce, il suffit de le tenir à la main et on se promène avec, on le tient à la main comme ça, on se promène dans tout le bâtiment et ça enregistre en permanence des nuages de points qui vont ensuite être retraitables comme un nuage de points unique dans le logiciel. Voilà, ça c'est les nouvelles technologies qui sont apparues il y a déjà quelques années et qui s'affinent et qui, pareil, deviennent de plus en plus faciles à utiliser et abordables. Et pour terminer ce volet, on va dire mesure physique, mesure dimensionnelle, il ne faut pas négliger également tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des drones lorsque l'on veut caractériser un bâtiment. Il y a des drones aujourd'hui de photogrammétrie, donc reconstruction de modèles 3 dimensions à partir d'images prises par drone, dans ce cas-là, où il s'agit de faire un vol circulaire ou un vol en grille au-dessus d'un bâtiment, et à partir de cet ensemble de photos, de réaliser un modèle 3 dimensions. Voilà, cette petite image fait partie d'une collection 3D. Pour des raisons techniques, je ne peux pas vous la faire tourner, mais c'est un vrai modèle 3D. On peut tourner, se promener à l'intérieur, tourner autour, zoomer, etc. etc. Ça devient très, très abordable de faire ce genre de choses. Ça se fait avec des drones qui coûtent moins de 1 000 euros. Par contre, beaucoup de logiciels dans le cloud pour faire l'extraction automatique du modèle 3D. Le vol est ultra automatisé. On n'a pas besoin de savoir piloter un drone. On appuie sur un bouton et tout se fait tout seul. Et on exporte directement le fichier dans les technologies, notamment sur le BIM. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet, c'est la partie mesure dimensionnelle. Je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des commentaires. N'hésitez pas, peut-être Benjamin ou Xavier, à m'interrompre si jamais il y avait des questions. Oui, on les traitera à la fin, les questions, marche. si ça te va. Il n'y a pas de souci. Ensuite, des techniques qui sont maintenant bien maîtrisées, puisque ça fait maintenant bientôt 2015, 7-8 ans que c'est devenu une mesure qui est rentrée dans les mœurs et dont on parle depuis une dizaine d'années, la mesure d'étanchéité ou de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Donc, c'est la première caractéristique, on va dire, importante, puisque c'est devenu une obligation réglementaire aujourd'hui de faire cette mesure en fin de chantier dans le cadre de la RT 2012.
Ça a été reconduit dans le cadre de la RE 2020 avec quelques petits aménagements, mais c'est à peu près la même réglementation. Et cette mesure, elle a consacré l'avènement d'un nouveau mode constructif. C'est un mode constructif étanche, hein, c'est-à-dire que voilà, avant, on construisait des bâtiments avec plein de fuites, et maintenant, on construit des bâtiments dont on réalise l'étanchéité du volume chauffé. Donc, cette chose-là est vérifiée en fin de chantier. Les portes soufflantes, aujourd'hui, on parlait de nombre de diagnostiqueurs tout à l'heure, il y a à peu près 1000 personnes en France aujourd'hui qui réalisent, qui sont qualifiées pour faire ces mesures d'étanchéité à l'air qui sont faites dans le neuf. Les tendances marché, il n'y a pas de grosse révolution. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une réduction de la taille des ventilateurs, mais également un accroissement de la taille des ventilateurs. C'est-à-dire qu'avant, on avait des ventilateurs à tout faire. Maintenant, on a des ventilateurs pour l'habitat, donc l'appartement ou la maison, et on a des gros ventilateurs pour les gros volumes. Autre tendance, des moyens de communication entre l'appareil de mesure et les ordinateurs sans fil, etc., ce qui permet aujourd'hui d'améliorer le confort pour faire les mesures et les rapports, et également des grosses évolutions permanentes sur les logiciels pour les opérateurs, puisque aujourd'hui, les mesures d'étanchéité sont quasiment pouce-bouton. On a bien évidemment besoin de comprendre ce qu'on fait, mais l'aide apportée par les logiciels, aussi bien pour faire les mesures que pour faire les rapports, est devenue extrêmement, extrêmement fine. Alors, je vais changer de braquet, je vais parler un petit peu d'une innovation qu'on est en train d'étudier chez Testoon, qui nous vient du Benelux. Il y a une société qui nous a présenté il y a quelque temps un produit qui est un système pour mesurer l'étanchéité à l'air sans porte soufflante. Alors, le principe de ce système, donc mesurer l'étanchéité sans porte soufflante, c'est quelque chose d'assez surprenant, puisqu'on est tous habitués maintenant à la porte soufflante. Le concept, il est le suivant. Vous avez un dispositif que j'appelle moi mémoire de pression. Alors, ils appellent ça vaisseau de référence. En fait, ça se présente sous forme d'une espèce de ballon de football avec une poignée. Et à l'intérieur de cette boîte, l'appareil va garder en mémoire les pressions lorsqu'on change l'enveloppe du bâtiment d'état. C'est-à-dire, en d'autres termes, si par exemple on allume la ventilation et qu'ensuite on l'éteint, ou on fait l'inverse, on l'éteint et puis ensuite on la rallume, eh bien ce ballon va garder en mémoire la pression de l'état précédent. Et en gardant en mémoire l'état précédent et en mesurant l'état actuel, ils sont capables de mesurer la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, par exemple, sans prendre de point de mesure à l'extérieur, et en utilisant le débit de ventilation d'un système de VMC très simple, eh bien, on va pouvoir extrapoler avec des calculs et du logiciel, on va pouvoir en extrapoler un débit de fuite. Et une fois qu'on a un débit de fuite, on va pouvoir en calculer un des paramètres d'infiltrométrie. Voilà. Donc, il s'agit de quelque chose qui a vocation à rendre la mesure d'étanchéité très simple. La mise en œuvre est très simple. Il suffit de poser l'appareil au milieu de la maison, de mesurer le débit de ventilation et de lui faire quelques cycles on-off, et avec une interface utilisateur sur une petite tablette. La mise en œuvre est très simple. Ça se fait en quelques minutes. Le coût est une fraction du coût d'une porte soufflante, et surtout, c'est plus simple à transporter. Plus simple. Voilà. Pour l'instant, la technique n'a pas vocation à faire de la mesure réglementaire. Donc, voilà, je ne veux pas inquiéter ceux qui font de la mesure réglementaire à la porte soufflante. Il se passera probablement de très nombreuses années avant que cette technique-là concurrence une mesure réglementaire. Par contre, pour faire un audit initial, une mesure intermédiaire, un autocontrôle, pour voir les progrès de l'évolution de l'étanchéité d'une enveloppe de bâtiment pendant un chantier, pour suivre un chantier de rénovation. Voilà, ça peut être une technique qui aura un intérêt et qui permettra de proposer une façon simple de mesurer une étanchéité.
Un autre sujet sur lequel il y a énormément de développement technologique également, le sujet il commence à être bien connu aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'on sait faire avec une caméra thermique. Les caméras thermiques vont permettre, lors d'un audit de bâtiment, d'identifier des fuites d'air, d'identifier des défauts d'isolation, de trouver des ponts thermiques, voire même de les quantifier. Il y a des techniques, alors elles sont un peu sophistiquées, qui permettent de quantifier des défauts d'isolation ou de quantifier des ponts thermiques. Ça, dans le cadre d'une simulation thermique dynamique, ça peut être intéressant. Maintenant, ce sont des outils qui sont aujourd'hui, qui se démocratisent avec une baisse des prix absolument hallucinante. Aujourd'hui, on a des caméras thermiques pour quelques centaines d'euros. Nous-mêmes, chez Testoon, on a sorti une caméra thermique, la Thermomalin, qui coûte moins de 350 euros et qui est du niveau de caméra qui coûtait 2 000 à 3 000 euros il y a encore 3 ans. La plupart des caméras maintenant peuvent être connectées sur des tablettes ou sur des smartphones. Ça peut être des petits modules accrochés à un smartphone. Elles sont embarquables sur des drones. Elles ont une sensibilité thermique qui est toujours améliorée. Donc, à quoi ça sert la sensibilité thermique? Ça veut dire qu'on a besoin de moins de contraste pour voir des défauts. On peut travailler avec quelques degrés d'écart, alors qu'il y a 20 ans, on disait qu'il faut 10 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Ce sont des outils communicants. Et puis, la nouvelle révolution, là aussi, l'intelligence artificielle qui est apportée par les fabricants, qui va permettre, à partir de traitements d'images, aujourd'hui, ça permet d'améliorer le contraste thermique, ça permet de détecter des objets, par exemple détecter des humains à l'intérieur d'une pièce, pour peut-être les sortir de l'image. Voilà. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et demain, on pourra peut-être, avec l'intelligence artificielle, faire des mesures d'isolation ou autres directement avec des caméras. Ce sont des choses qui sont envisageables technologiquement. On a une autre technologie qui est utilisée dans le cadre des audits, qui est une technique assez sommaire, à vrai dire, assez simple, qui consiste à mesurer la résistance thermique ou le U d'une paroi ou d'un vitrage. Ça consiste à prendre un thermomètre multivoie et de faire des mesures de température ambiante et de température de surface au niveau des parois. Et donc, avec ce type de technologie, on a une évaluation assez sommaire, mais qui ne coûte pas très cher à réaliser et qui permet d'éliminer un petit peu ce fameux sujet de dire mais qu'est-ce qu'il y a donc dans cette paroi? Est-ce que je peux quand même essayer de l'évaluer? Alors, bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça avec un DPE, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut éventuellement se conforter dans ces hypothèses avec ce type de mesure. Là, c'est illustré avec un thermomètre Kimo, mais ça existe dans d'autres marques également, avec des procédures un petit peu différentes. Ensuite, alors l'innovation, là je reviens sur une innovation, puisqu'on parlait de résistance thermique d'une paroi. Voilà, mesurer la résistance thermique d'une paroi, c'est intéressant quand on veut injecter cette information dans un 3CL, par exemple, aujourd'hui, ou dans un module de simulation. Mais aujourd'hui, le Graal, ce serait de pouvoir mesurer une performance globale de l'isolation d'un bâtiment. Donc, se dire, voilà, on va plus raisonner par paroi, par vitrage, par paroi opaque, etc. On voudrait raisonner sous forme d'un bâtiment complet, l'enveloppe complète, et se dire, est-ce qu'on peut donner un facteur de mérite, par exemple un coefficient d'isolation globale, d'ailleurs c'est défini dans une norme ISO, ce coefficient d'isolation globale, c'est une espèce de U global du bâtiment. Est-ce qu'on pourrait le mesurer? Et il y a des travaux de recherche qui sont menés par différents instituts, notamment le CSTB. Il y avait un projet qui s'appelle Isabelle, qui est un projet de recherche qui maintenant, il y a eu des divers regroupements, je ne rentrerai pas dessus, mais bon, toute la communauté, CSTB, Calibat, CEREMA et d'autres ont mis en place des expérimentations terrain aujourd'hui. Donc, on est en phase d'expérimentation terrain. Il y a de l'expérimentation sur du neuf, il y a de l'expérimentation sur de la rénovation, et il y a aujourd'hui plusieurs dizaines d'opérateurs en France, qui sont principalement des opérateurs de mesure de l'étanchéité à l'air, qui expérimentent cette méthode sur des
sur des vrais cas concrets. Le principe est somme toute assez simple. Ça consiste à faire monter en température le bâtiment que l'on veut tester. Donc voilà, on chauffe. On mesure les consommations électriques nécessaires pour augmenter la température d'un point A à un point B. Donc, on dit, par exemple, on va passer de, je sais pas, de 10 à 30 degrés. Et ensuite, on analyse la décroissance de la température dans la durée. Donc, et ceci en prenant en compte toutes les conditions extérieures, puisqu'on ne travaille pas en laboratoire, on travaille sur des vraies maisons. Et donc, on va mesurer la décroissance de température en intérieur, on va mesurer tout ce qui se passe en extérieur, les températures, l'irradiance du soleil, etc. On va prendre en compte tout ça. Il y a un module de calcul qui va ensuite permettre de mesurer cette efficacité globale. Aujourd'hui, les éléments que donnent les chercheurs, c'est qu'on a une bonne mesure entre 1 jour et demi et 2 jours, et des travaux qui sont menés actuellement, c'est de voir s'il y a un mode opératoire qui permettrait de faire cette mesure globale, par exemple en fin de chantier, et de donner une note d'isolation globale de la maison. Okay. Je vais revenir à des choses plus simples et plus actuelles. La mesure de la performance du vitrage, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Avec le nouveau DPE, on voit une recrudescence importante de l'acquisition de ce petit appareil, le laser Merlin, qui est très simple à utiliser, très efficace pour mesurer des épaisseurs de lames d'air, des épaisseurs de vitrage en simple, double et triple vitrage, déterminer s'il y a un traitement faible émissivité, déterminer s'il y a des renforcements de quelque nature que ce soit. Voilà. Donc c'est une solution intéressante qui ne coûte pas très cher. On est un petit peu plus de 200 €. Il y a des solutions plus économiques, pour ça il y en a pour toutes les bourses. Les pacomètres, c'est des espèces de petites réglettes en plastique qui permettent de faire des choses assez similaires avec moins de précision, un peu plus difficile à utiliser et pas toujours agréable à utiliser, alors que ça c'est assez sympa. Et puis, il y a des choses plus haut de gamme, des appareils qui vont scanner le verre. Donc, on pose sur le vitrage, on appuie sur un bouton et on obtient un diagramme très, 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 très précis, au dixième de millimètre de l'épaisseur de chacun des composants du vitrage. Une autre mesure qui a pris pas mal d'ampleur ces dernières années et qui va certainement en prendre encore plus dans le futur, un des gros éléments, là, on est en train de passer de l'enveloppe vers les systèmes. Donc là, on était plutôt sur l'enveloppe. Maintenant, on est en train de se rapprocher des systèmes, puisqu'on commence à parler du système de ventilation. Un bâtiment qui est très étanche, mais qui a un système aérolique qui, lui, est peu étanche, ça va poser plein de problèmes de répartition de l'air, de répartition de l'air chauffé, des surconsommations du système de ventilation, etc. Et donc, a été défini depuis de nombreuses années, notamment ça nous vient des pays froids, le fait qu'un système aérolique doit également être étanche. Alors en France, on commence tout juste à appréhender cette notion, et si un système aérolique doit être étanche, eh bien c'est pareil, il faut le vérifier, parce que la construction du système aérolique, s'il n'a pas été construit pour être étanche, eh bien il sera déficient, et s'il est déficient, il ne sera pas efficace en énergie. Donc, pour caractériser l'étanchéité d'un système aérolique, il y a des appareils, il y a des outils comme ces systèmes-là qui consistent à aller se connecter au réseau aérolique et injecter, réguler une certaine pression et voir quel débit d'air il est nécessaire d'injecter dans le réseau pour contrebalancer les fuites qui existent dans le système. Et on obtient ce qu'on appelle une classe d'étanchéité. Et ces classes d'étanchéité, A, B, C, D, E, par exemple, eh bien, on les retrouve, comme par hasard, dans les calculs thermiques. Quand vous faites un calcul thermique, on vous demande si votre système aérolique il est en classe A, B, C, D ou s'il est hors classe. Et donc là, c'est un exemple, par exemple, d'information forfaitaire. On a souvent une valeur forfaitaire. On dit, on fait du RT 2012, on va être classe A. OK, super. Mais après, si on veut se donner un objectif plus poussé, on peut mesurer, on peut se retrouver en classe B, réinjecter un taux d'étanchéité plus faible. Et à ce moment-là, on va trouver qu'on a un bâtiment qui obtient une meilleure note. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui vont se développer. C'est aujourd'hui obligatoire lorsqu'on parle de certains labels,
neuf ou label rénovation. Et puis, certainement, la RE 2020 va également inciter à ce que ça ne sera probablement pas une obligation, mais va inciter à ce que les réseaux soient plus étanches. Par contre, la RE 2020 va certainement inciter à ce que les réseaux de ventilation soient conformes à la réglementation sur la ventilation. Aujourd'hui, la réglementation sur la ventilation, elle est assez ancienne, puisqu'on a des systèmes de ventilation, des VMC simple flux dans la plupart des appartements, la plupart des maisons qui sont régis par des décrets qui datent de 1987. Par contre, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que même dans le neuf, il y a beaucoup de systèmes de ventilation qui sont peu conformes, qui ne sont pas conformes, même à réception. Et donc, il va y avoir une obligation de mesure des réseaux de ventilation dans la RE 2020. Et donc, il y a des protocoles de mesure qui vont être mis en place, tels que le protocole Promévent, qui vont donc imposer une nouvelle mesure de fin de chantier. Et cette mesure de fin de chantier, elle est pertinente en fin de chantier, mais elle est pertinente aussi pendant toute la durée de vie d'un bâtiment, parce que ça peut aussi être un facteur pour vérifier que la ventilation a été correctement entretenue, correctement nettoyée, etc., etc. Et dans le cadre de ce protocole, alors il y a plein de choses dans ce protocole, je ne vais pas le décrire, on a déjà fait des conférences sur le sujet, il y a ce qu'on appelle les mesures de débit de ventilation, et ces mesures de débit se font de plusieurs façons. Elles se font notamment avec des systèmes, des débitmètres qui peuvent être constitués d'un anémomètre avec un cône qui va recouvrir la bouche d'aération et mesurer des débits d'air. Ils peuvent être mesurés sur des bouches hydro-réglables par des manomètres différentiels. On met un petit tuyau à l'intérieur de la bouche et on mesure la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du réseau, ce qui nous donne le débit à la bouche. Et est en train de naître tout un ensemble de variations de ces appareils pour améliorer la précision. Parce que jusqu'à maintenant, ces mesures étaient assez empiriques, elles donnaient des résultats à 20-30% de précision. Promévent, la RE 2020 demande des choses plus précises, demande qu'on soit en dessous de 10%, et le fait qu'on demande en dessous de 10% sur des réseaux simple flux, double flux avec soufflage, nécessite le développement de nouveaux appareils. Et là, on voit apparaître des nouveaux produits avec des anémomètres, des débitmètres qui vont compenser la perte de charge que l'on a au niveau d'une bouche. Elles vont aussi avoir des appareils avec des structures internes beaucoup plus complexes afin d'éviter toutes les turbulences que l'on a dans un anémomètre. Ces turbulences qui sont amenées par les bouches. Les bouches qui soufflent, elles sont rarement directes, elles sont toujours très turbulentes. Et donc, pour faire une bonne mesure, il faut des dispositifs adaptés. Donc, voilà, le protocole s'appelle Promévent et vous tapez Promévent sur Internet, P-R-O-M-E-V-E-N-T. Je vois qu'il y a une question, c'est pour ça que je réponds. Et sur le site Testoon également, vous tapez Promévent, il y a tout un dossier sur le sujet. Et ça, donc, ça va probablement être très, très utile également dans le cadre d'un audit avant travaux, savoir ce qu'on a comme ventilation. Est-ce que cette ventilation, on peut la garder? Est-ce qu'il faut la changer? Est-ce qu'il faut la rénover? Est-ce qu'il faut améliorer son étanchéité? Est-ce qu'il faut changer des bouches? Voilà, et ces mêmes techniques pourront être utilisées en rénovation. Merci. Lorsque on parle consommation d'énergie, bien évidemment, il y a tout le volet électricité, chauffage, gaz, etc. Donc, les mesures électriques, c'est tout un sujet également, bien évidemment. On ne va pas l'occulter. Et qui part aujourd'hui dans plein de directions différentes. Alors, si vous voulez donc faire un bilan électrique de votre maison, jusqu'à maintenant, à part regarder vos factures EDF, c'est-à-dire avoir un point de mesure tous les 2 mois, vous n'aviez pas grand-chose. Donc voilà, jusqu'à il y a peu de temps, on avait un point de mesure tous les 2 mois pour la maison. Voilà. Et on ne savait pas voir comment ça se répartissait, ni dans le temps, ni dans l'espace. Aujourd'hui, vous avez Linky. Donc, Linky va vous donner déjà la possibilité d'avoir une mesure beaucoup plus fine dans le temps. Vous avez aussi des compteurs RT 2012 qui sont installés sur les compteurs électriques les plus récents. Alors, j'ai eu l'occasion moi-même de faire l'expérience dans un immeuble neuf récemment. On vous met un joli petit compteur comme ça, avec plein de boutons. Vous appuyez sur les boutons plus et moins, vous faites défiler plein de trucs, mais vous ne savez pas à quoi ça sert.
et il faut se plonger dans la doc pour essayer de comprendre à quoi ça sert. Donc là, on est en train d'installer ça dans tous les appartements neufs. J'avoue que je ne sais même pas si on peut avoir des mesures divisionnaires, séparer, je sais pas moi, l'éclairage des prises de courant, ce qui semblerait être le minimum. Mais bon, les technologies sont là. Après, ça va dépendre de la façon dont le tableau est câblé. Mais voilà, il faut savoir que, on peut sur des immeubles, enfin, sur des appartements récents, on nous propose d'ores et déjà des outils. Et puis, on peut aussi, sur des tableaux électriques anciens, rajouter des compteurs. Donc ça se fait aujourd'hui très simplement. Bon, il faut quand même un électricien pour le faire, mais rajouter des compteurs par zone, c'est assez simple. Et aujourd'hui, on est capable que ces compteurs, soit c'est des petits afficheurs LED ou autres, soit c'est des données qui sont remontées sur un serveur. Donc, on peut faire plein de choses déjà au niveau du réseau primaire. Et puis ensuite, quand on sort du réseau primaire, on peut bien évidemment isoler la consommation ou le profil de consommation d'un équipement, donc avec des appareils assez simples comme celui-ci. On va se mettre une prise gigogne sur une prise de courant. On veut regarder comment se comporte son frigo, par exemple, ou sa machine à laver. Et aujourd'hui, c'est des mesures qu'un particulier peut faire, mais on peut aussi enregistrer dans la durée, voir comment ça se passe pendant la nuit, le jour, etc. Donc ça, c'est des choses assez simples. Et puis, si on veut analyser vraiment une consommation dans un immeuble, avec des choses plus complexes, alors dans une maison, on ne le fait pas encore trop, mais on a des outils non intrusifs. Ce sont des enregistreurs électriques. Par exemple celui-ci, donc avec des petites sondes de courant flexibles, on va pouvoir entourer en monophase ou en triphasé les différents circuits et mesurer des consommations. Voilà, toutes les secondes, on va mesurer la consommation instantanée et on va pouvoir ensuite, avec un logiciel, recréer le profil de consommation dans la durée. Et on peut même avoir des outils plus sophistiqués encore pour mesurer la qualité de l'énergie électrique, bon, chose qu'on trouve plus dans l'industrie aujourd'hui, puisque la qualité de l'énergie, c'est plutôt lorsqu'on a des machines complexes et qu'on a besoin de le gérer. Tous ces produits, aujourd'hui, les questions, c'est voilà, entre l'appareil que l'on amène pour faire une mesure ponctuelle ou qu'on installe à demeure et qu'on veut ensuite consulter à distance, voilà, c'est les sujets du moment. Le gros intérêt de pouvoir enregistrer, stocker, c'est de pouvoir ensuite stocker les données qui sont horodatées, donc qui sont avec une date. Et cette date, la date et l'heure de chaque mesure, qui pourrait être corrélée avec d'autres mesures, notamment des mesures de confort, température dans le bâtiment, la météo, température à l'extérieur, etc. Là, on rentre dans le domaine des données qu'on va pouvoir réinjecter dans un audit très très fin avec le comportement d'un bâtiment sur, par exemple, une saison complète ou une année complète, ce que certains auditeurs ou bureaux d'études font sur des opérations pointues. Voilà. Ça, j'y suis déjà allé. Là, j'ouvre alors le volet de ce qui concerne les mesures de qualité d'air, de confort. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas directement de l'efficacité énergétique, mais on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire mesurer un appartement qui n'est pas chauffé convenablement, qui est chauffé trop ou pas assez, où il y a trop d'hygrométrie ou pas assez, voilà, où il y a des pollutions, ça ne représente pas l'appartement dans lequel on a envie de vivre. Donc, de toute façon, c'est toujours intéressant, lorsqu'on veut faire une étude vraiment complète, de corréler ces mesures d'énergie avec ces mesures de confort. Alors, pléthore de produits, des dizaines et des centaines. Là, j'ai mis quelques exemples. Du thermohygromètre le plus simple. J'ai également mis tout ce qui concerne la mesure de l'éclairement. Alors, tout ce qui touche à l'éclairage aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais c'est des gisements d'économie. Remplacer les lampes incandescentes par des lampes à LED, c'est des gisements d'économie qui existent encore dans beaucoup d'habitats, et souvent, c'est la meilleure façon de faire des économies aujourd'hui. Et donc, il y a des appareils de mesure, des luxmètres notamment, qui aujourd'hui sont plus spécialisés sur la qualité de l'éclairage lorsqu'on utilise des LED. Voilà, donc là, il y a des évolutions dans le domaine. Il y a des mesures de particules fines également qui peuvent être faites. Là, on est plus sur la qualité d'air. Et on a de plus en plus des enregistreurs. Donc, les enregistreurs, c'est-à-dire qu'au-delà de la mesure ponctuelle, on va enregistrer ces données, donc soit sous forme de petits boîtiers que l'on va accrocher au mur et qui vont enregistrer,
Par exemple, ici, température hygrométrie. Ça, c'est un enregistreur de radon. Ça, c'est un enregistreur de CO2, gros sujet à la mode, hein, enregistrer température, hygrométrie, CO2. On a aussi maintenant des boîtes noires comme ça. Donc la boîte noire de mesure de qualité d'air qui va mesurer tous ces paramètres, température, hygrométrie, CO2, COV total, un certain nombre d'hydrocarbures, un certain nombre le formaldéhyde, par exemple, dans les COV, etc. C'est une boîte noire qu'on met dans le bâtiment et qui envoie ces données sur un cloud. Et ces données sur le cloud peuvent être ensuite récupérées et corrélées avec d'autres mesures. Et donc, voilà, la mode aujourd'hui, c'est de faire ces petits tableaux de bord qu'on va pouvoir afficher, donc qui sont soit sur l'appareil de mesure, soit sur un écran séparé avec ces différents index pour montrer que la qualité d'air est correcte. Et on passe au rouge dès que ça ne va pas, et tout le monde dit « Ah, l'index Covid n'est pas bon, il faut vite qu'on s'en aille, ou il faut qu'on ouvre les fenêtres. » Voilà. Il y a aussi aujourd'hui des nouvelles technologies qui sont notamment ces systèmes-là que fait Testo, qui sont des mesures du confort perçu. Alors, la mesure de confort perçu, ça nous vient plutôt du tertiaire, ça vient plutôt des bureaux. Dans un bureau, aujourd'hui, il y a des normes. Alors, en Allemagne, vous pouvez demander sur votre poste de travail à faire vérifier que vous n'avez pas un petit filet d'air froid qui vous passe derrière la nuque ou des choses comme ça, ou qu'il n'y a pas un effet de paroi froide un peu trop près de votre bureau, etc. Donc ça, ce confort perçu, c'est quelque chose qui vient du monde du travail et qui commence à arriver également dans l'habitat ou dans les lieux de vie. Avec toutes sortes d'instruments un peu barbares qui mesurent principalement des températures, des hygrométries, etc. Et font des calculs savants pour sortir des index de confort perçu. Ah, vous croyez que j'ai fini? Je vais voir moi-même, je ne me rappelle plus. Non, il y a encore d'autres choses. Il y a tout le volet lié à l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage. On a parlé de la ventilation, mais évidemment, il y a le chauffage. Alors, le chauffage, c'est un marché aussi qui est en pleine ébullition. Hein. Je ne vais pas traiter des différents modes de chauffage, mais il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que si on a une chaudière, par exemple, qu'elle soit fuel ou gaz, eh bien, le rendement énergétique de la chaudière, c'est quelque chose qui se règle. Hein, c'est quelque chose qui se règle, et donc comme ça se règle, ça fait partie d'un audit. Hein, quand on doit auditer le fonctionnement, tiens, il y a votre chaudière, elle est mal réglée. Bon. Et donc ça se fait avec ce qu'on appelle un analyseur de combustion. C'est un petit appareil comme ça on va plonger une sonde dans le conduit d'évacuation des gaz et on va sortir plein d'informations sur le réglage de la chaudière, son efficacité énergétique et également des éléments de sécurité et de pollution. Donc sécurité pour les personnes et de la pollution pour l'environnement. Lorsque l'on parle des systèmes de production d'énergie, puisque maintenant on va aussi tous devenir producteurs. Alors dans l'efficacité énergétique, je n'ai pas compté l'apport énergétique qui peut être fait par la production locale, mais ça fait évidemment partie du sujet dans les années à venir. Et donc, si on installe des panneaux photovoltaïques sur le hangar ou sur la maison ou sur l'immeuble, eh bien, on a un nouveau système. Et ce nouveau système, on doit vérifier son bon fonctionnement. Il présente aussi un rendement, hein, puisque, pareil, un système photovoltaïque, ça doit être réglé, ça doit être nettoyé, ça doit être maintenu, ça doit être changé lorsqu'il y a des panneaux qui deviennent hors d'usage. Et donc, il y a des outils de vérification de la production énergétique des panneaux solaires. Voilà. Est-ce qu'il faut… voilà, j'ai terminé. Donc, je ne sais pas si on va laisser la place peut-être à des questions. Avant de se faire, je peux juste attirer votre attention sur le fait que sur le site de Testoon, vous avez un certain nombre de ressources. On a ce qu'on appelle les boutiques métiers. Donc, les boutiques métiers, vous allez trouver une boutique pour le diagnostiqueur, une boutique pour l'auditeur thermique, une boutique pour l'efficacité énergétique. Et on a publié il y a déjà quelques années maintenant un guide de l'audit énergétique pour les entreprises. Il y a toute une procédure d'audit qui est décrite, et puis surtout, il y a un apport à chaque fois lorsque l'on peut proposer des mesures sur ce truc. On attend avec impatience
les audits énergétiques dans les logements pour qu'on puisse sortir un guide équivalent dans quelques mois. Voilà, merci Jean-Michel. J'ai pas coupé trop tôt le PowerPoint. Non, c'est bon. La dernière image, c'est ma photo, donc voilà. Ah, mince, alors. Donc, Aucun intérêt. Il y a la photo de Jean-Michel, mais t'avais vu. Il y a la photo de Jean-Michel, effectivement. Il y a un petit deal qu'on fait avec vous, cher public, parce qu'il y a beaucoup de contenu dans ta présentation et on t'en remercie, Jean-Michel. Ouais. Alors après, il y a Margot qui me dit qu'il faut quand même que je partage. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que je partage. Ah. Parce qu'après, il faut peut-être expliquer ça. Voilà. Après la slide, il y a des documents à télécharger. Voilà. Je sais pas comment ça se passe. Tu peux peut-être expliquer comment ça se passe. On va récupérer le document, c'est ça? Donc, c'est ça on fait un petit deal avec vous, cher public. Voilà, il y a la photo de Jean-Michel et après, il y a des documents d'annexes à télécharger. Tu peux les remontrer, peut-être les annexes. Voilà, les différents guides. Le deal, c'est que vous répondez au questionnaire de satisfaction. Vous allez recevoir vers 18h, c'est-à-dire en fin de conférence. Et ceux qui répondent au questionnaire de satisfaction recevront automatiquement la présentation d'aujourd'hui. Donc, avec tous les liens qui vont bien pour que vous puissiez avoir une trace de cette présentation. Et puis, il y aura également le replay qu'on aura ultérieurement. Voilà, Jean-Michel, merci pour cette présentation. Il y avait quelques questions, je sais pas oui, on va les prendre, D'accord. C'est un gros sujet, hein, Jean-Michel. Finalement, la mesure de l'efficacité énergétique, là, on parle, si on regarde la rénovation, pour les diagnostiqueurs, c'est une révolution comme ça a été l'avant-travaux il y a de ça quelques années. Parce que ça va, et notamment les audits énergétiques, en espérant, je parle pour nos amis diagnostiqueurs, que les diagnostiqueurs pourront récupérer ces audits, mais ça devrait être le cas, hein, normalement, pourront y contribuer. Il y a un marché énorme, hein, qui se profile. Et donc, les questions qui sont posées, il y a une première question, c'est qu'est-ce qu'il faut une demande administrative particulière pour utiliser un drone? Oui. Alors, le pilotage de drone est quelque chose qui est devenu très réglementé. La réglementation, elle est très différente si vous agissez en tant que particulier ou en tant que professionnel. Donc, voilà, en tant que particulier, en gros, vous pouvez faire des choses chez vous. Bon, si vous êtes dans la campagne, vous pouvez aussi faire des choses. Mais à partir du moment où vous commencez à travailler sur une prestation qui va faire l'objet d'une vente de services, d'une vente d'images ou des choses comme ça, vous allez être professionnel. Et en tant que professionnel, il y a une réglementation avec la nécessité d'avoir un permis de voler, un permis de conduire, alors de drone. Il y a quelques années, c'était un permis de conduire les ULM qu'il fallait. Donc, ça a été quand même simplifié. On n'a plus besoin de monter dans le drone. Donc, il y a un QCM à passer, il y a une formation à prendre. Et puis, une fois qu'on a ce permis de conduire, il y a des réglementations sur chaque vol qui sont plus ou moins contraignantes en fonction de l'endroit où vous êtes. Voilà. Je ne vais pas m'étendre parce que c'est complexe. Il y a plein d'infos sur le site de la DGAC. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est compliqué. Oui, mais ce n'est pas plus compliqué que de passer un DPE, que de passer un Diagélec. Et donc, pour les gens qui travaillent dans des métiers déjà réglementés, avec des formations, avec des contrôles réglementaires, ce n'est pas plus difficile que ça. Oui. Il y a une double question là, de Pierre-Yves et de monsieur et madame Uriot. C'est quid des drones caméra infrarouge pour modèle 3D des pertes thermiques? Est-ce que ça existe, ça? Je sais qu'il y avait des drones qui embarquaient à un moment, qui étaient des gros drones, hein, des caméras infrarouges au moment où c'était lourd, mais est-ce que ça continue toujours? Alors, et l'autre question, c'est le prix pour un drone et un logiciel de nuage de points. Voilà, une idée de tarif. Deux choses. Les drones, alors caméra infrarouge et modèle 3D, aujourd'hui, c'est pas un produit très commun. Donc, le fait que ce ne soit pas un produit très commun, ça veut dire que c'est plutôt un produit construit à la demande par des intégrateurs de drones. Parce qu'en fait, en gros, sur le marché du drone, il y a trois marchés. Je vais le faire très, très simple. Il y a le marché du grand public. Donc là, c'est les produits vraiment que vous achetez à la FNAC, chez Darty, et qui sont aujourd'hui, pour certains, très, très performants en termes de qualité d'image, notamment. Vous avez les drones professionnels, c'est-à-dire qui ont en général des technologies d'acquisition qui sont assez similaires au niveau visible, et puis ensuite on rajoute d'autres types de capteurs. Donc il y a des capteurs infrarouges, il y a des capteurs stéréoscopiques, il y a des capteurs qui vont voir plutôt les forêts, plutôt l'agriculture, etc., etc.
Et là, il y a toute une gamme de produits sur le marché entre 2000 et plusieurs milliers d'euros. Et puis, lorsqu'il y a des besoins un petit peu plus spécifiques, il faut faire appel à des intégrateurs de drones. Et donc là, il y a pas mal de sociétés qui font ce métier-là. Donc, ils vont vous acheter un drone et qui vont vous mettre dessus des appareils photo, des caméras, etc. etc. Ce dernier marché, il était très, très populaire il y a quelques années lorsqu'il n'y avait pas de capteurs très, très performants. Et donc, il fallait des très gros drones avec des nacelles pour pouvoir installer des gros appareils photo. Et on arrivait vite à des configurations à 25-30 000 euros. Bon, maintenant, les technologies ont fait qu'on arrive à mettre dans un tout petit drone une caméra thermique, une caméra visible, etc. Et donc, on fait des choses beaucoup plus petites. Et dans le domaine du drone ou de l'aviation, plus c'est petit, mieux c'est parce que voilà, ça dure plus longtemps, on peut aller à plein d'endroits. La réglementation sur les drones, par exemple, elle est basée sur le poids du drone. Donc, si votre drone il pèse moins de 600 grammes, la réglementation n'est pas la même que s'il pèse 3 kilos. Vous voyez, donc, il y a plein de choses autour de ça. Voilà. Maintenant, je vois que je ne réponds pas à la question. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait des produits qui fassent de l'IR 3D, on va dire, sur étagère. Voilà. Je connais des gens qui savent intégrer ce genre de technologie, mais pas sur étagère. Oui. D'ailleurs, Margot a partagé le lien vers les drones professionnels sur lesquels Ouais. on voit les tarifs des caméras. Donc, vous pouvez cliquer, cher public. Mais effectivement, je fais un témoignage de particulier, hein, donc je ne devrais pas le faire. Mais cet été, j'ai vu un drone qui fonctionnait. Quelqu'un est venu avec un drone. J'étais étonné de l'autonomie de ces drones et du poids, hein, la qualité des images. C'est devenu, ça fait des progrès C'est la qualité incroyables. des capteurs vidéo qui a tout changé, qui a tout Ouais. révolutionné. On fait du 8K aujourd'hui sur des trucs qui pèsent 30 grammes. Puis c'est des drones qui sont légers, qui tiennent 40 minutes, hein, en l'air Oui, oui. C'est le sans corollaire. difficulté. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est de trouver des batteries lithium-ion, parce qu'il y a une vraie pénurie sur les contrôleurs, sur les appareils. C'est comme les voitures, là, il y a une pénurie sur les contrôleurs de batteries lithium-ion. Et ça pose plein de problèmes aux dronistes et à d'autres des fabricants avec qui on travaille Une aujourd'hui. question de Pierre, qui est une question un peu technique. Comment mesurer les performances énergétiques des systèmes de chauffage et refroidissement de type VRV? Alors, je ne sais pas ce que c'est VRV. Seul un compteur électrique peut être posé alors que l'on ne peut pas mesurer l'énergie calorifique et frigorifique produite. Est-ce que tu as une réponse peut-être à apporter J'avoue que je ne suis pas sûr de comprendre la question, donc je m'embarquerai probablement dans une fausse réponse. Je propose à Pierre de venir me voir dans la salle pour qu'il Voilà. m'explique un peu mieux pourquoi il pense que c'est compliqué, et on essaiera d'étudier pourquoi, s'il y a des solutions. Si on peut poser des capteurs et qu'on peut stocker des données et les corréler en temps, en général, on arrive à trouver des réponses aux questions d'efficacité énergétique. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut mettre des capteurs, quoi. Ouais. Donc, oui, dans quelques minutes, cher public, vous allez pouvoir rencontrer et discuter avec les intervenants dans leur salle privée. Et une dernière question, effectivement, est-ce que les machines ne vont pas remplacer bientôt les humains? Effectivement, on voit cette tendance pour les capteurs 3D où on se balade et maintenant, il n'y a même plus besoin de les poser. Pour les drones aussi, on lance le drone et puis après, il fait la mesure. Pour les porte-souffles, pour les éléments, tu parlais d'infiltrométrie aussi, hein, ça se simplifie énormément. Donc, est-ce que finalement, je tire un peu cette question, hein, est-ce qu'on peut se dire que demain, peut-être le maître d'ouvrage pourra faire les mesures lui-même en se passant D'un d'un technicien, professionnel d'un tiers. professionnel? Il y a toujours la technologie permet de faire ça. Après, le savoir qui vient avec la technologie. Le bon exemple, c'est la caméra thermique. La caméra thermique, c'est un produit, les prix baissent, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être perçu comme un produit grand public. On peut s'offrir une petite caméra thermique pour Noël. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on sait aujourd'hui exploiter les résultats, savoir les faux amis? Est-ce qu'on est formé correctement? Aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'il faut quand même un minimum de savoir-faire pour savoir utiliser et exploiter le produit. Et ça, c'est vrai dans plein de domaines. Après, l'intelligence artificielle, oui, c'est sûr que si vous avez une tablette que vous mettez en face de votre problème et le système est capable de vous dire voilà ce que je vois, voilà ce qu'il faut faire, et est-ce que vous voulez que j'appelle le plombier qui va s'en occuper? Bon, forcément, ça va remplacer un intermédiaire, mais voilà, je pense qu'on
c'est la même chose dans tous les métiers. Aujourd'hui, on traite beaucoup de données et on est dans une évolution perpétuelle. Et c'est pour ça que chacun d'entre vous et d'entre nous doit se tenir au courant des évolutions technologiques pour être les premiers à les utiliser et anticiper ces changements si jamais ils ont un risque d'être destructeurs de votre activité. Mais bon, ça se fait quand même sur des périodes de temps assez longues en général. Et puis, par contre, il y a les réglementations, il y a les, il y a les méthodologies, il y a les normes, tout ça. Ça va toujours beaucoup plus doucement, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de domaines. Les diagnostiqueurs sont bien au courant. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire autrement. Par exemple, dans le domaine de la qualité d'air intérieur. Qualité d'air intérieur, il y a des process aujourd'hui in situ qui permettent de faire des mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, les normes, c'est toujours on met un détecteur qu'on accroche au plafond et qu'on envoie au labo, et puis on attend que le laboratoire développe le truc. Voilà, on est encore dans le domaine de l'analogique, alors que la technologie est passée depuis longtemps au numérique, quoi. Donc, les normes ne suivent pas toujours aussi vite la technologie. Voilà, c'était le mot de la fin que tu peux donner. Effectivement, c'est le numérique qui fait un peu changer tous ces systèmes et des fois la normalisation, elle suit un peu derrière.